À chaque coin de rue, notre journaliste Annelise Borges constate le chaos qui règne dans le pays. Les traces de la guerre sont partout. Autrefois, la Libye était l'un des États les plus riches d'Afrique. Aujourd'hui, le pays est en ruine, à la suite d'un soulèvement civil soutenu par l'OTAN qui a mis fin au régime de Mouammar Kadhafi. Les populations civiles sont excédées, à tel point que certains se remémorent les jours où la Libye était gouvernée d'une main de fer. Je ne fais pas l'éloge de Mouammar Kadhafi. C'était un dictateur. Il n'a fait aucun bien au pays pendant ces 40 années de règne. Mais un seul homme qui contrôle, c'est mieux que tout ça. Il y a 8 ans, Wada n'avait que 22 ans. Il a rejoint la révolution car il voulait que les choses changent. Oh, je me sentais vraiment plein d'espoir. Je veux dire, chaque fois que je suis ici, je bois une bière dans la rue. Chaque fois que j'entends des coups de feu, quelque chose bouge en moi. Un pays sans Kadhafi, sans dictature, sans tout ça. Mais c'était un poisson d'avril, vous savez. Nous nous sommes tous fait avoir. C'est mon avis. Après 2014, tout a déraillé. Tout cet espoir, cet optimisme, tout a disparu selon moi. Il n'y a que la guerre, que des conflits. Il n'y a que des enfants qui souffrent. Les enfants pleurent. C'est mauvais, c'est vraiment mauvais. Et la situation a même empiré, avec une nouvelle vague de violence qui a atteint les banlieues de la capitale libyenne. Deux partis opposés, plusieurs acteurs qui souhaitent conquérir le pouvoir dans un conflit qui n'a apporté que la mort et la destruction. Et le désespoir incarné par une génération de Libyens qui, comme Wada, sont maintenant sans emploi, sans idée. Lui en a fini avec les combats et passe son temps du mieux qu'il peut. Depuis que la guerre a repris, il fait du bénévolat dans cet établissement où des demandeurs d'asile ont trouvé refuge après s'être échappés d'un centre de détention. La grande majorité était venue en Libye pour essayer d'aller ailleurs. Ils sont maintenant bloqués, comme Wada. Je n'ai pas l'ambition d'aller spécialement dans un pays. J'irai dans n'importe quel pays qui me prendrait. Un pays sûr, où mes enfants peuvent faire des études, où je peux parler librement et m'exprimer. Mounir, sa femme et leurs 3 enfants ne se souviennent plus vraiment du temps qu'il leur a fallu pour gagner la Libye depuis l'Érythrée. Une fois arrivés ici, ils ont été arrêtés et placés en détention. Dans ce pays, où la guerre, la 3e depuis la chute de Kadhafi en 2011, les a rattrapés. Cette vidéo amateur montre une milice libyenne soupçonnée de faire partie de l'offensive de Khalifa Haftar contre Tripoli, qui attaque un centre de détention où des migrants et des réfugiés étaient détenus. C'est vous? Mounir était présent. Il a tout vu. Des personnes armées sont venues vers nous et ont commencé à prendre nos téléphones portables et notre argent. Nous avons été divisés en 3 groupes. 18 ou 20 personnes ont été touchées par des balles. Les gens ont commencé à crier. Ensuite, ils ont pris leurs armes et ont mitraillé dans toute la pièce. 7 personnes auraient été tuées ce jour-là. Des dizaines ont été blessées. La Libye n'est pas signataire de la Convention de 1951 sur les réfugiés. Le pays n'a pas de système d'asile et conformément à un accord signé en 2017 avec l'Union européenne, toute personne entrant en Libye illégalement ou prise en flagrant délit de traversée de la mer Méditerranée est placée en détention. Tout le monde, y compris les femmes enceintes et les enfants.
Quelques 6000 personnes attendent actuellement un rapatriement librement consenti ou une déportation dans l'un des 26 centres de détention du pays. Selon des organisations humanitaires, ces lieux sont le théâtre de violations des droits humains, tels que le travail forcé, la torture et même des abus sexuels. Euronews a obtenu l'autorisation d'accéder à l'un de ces centres. Difficile? Oui. La mort fait partie du quotidien en Libye. Et pour beaucoup, ici, les décideurs occidentaux ont une grande part de responsabilité. La France, mais je ne veux pas dire le peuple français, je veux dire Emmanuel Macron, c'est lui qui a soutenu Haftar. Pour chaque mort ici, Macron est responsable. Ces trois pays arabes, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et les Émirats, soutiennent Haftar. Mais Macron est le plus diabolique de tous. Macron a soutenu Haftar politiquement et militairement. Nous sommes invités à rompre le jeûne en ce mois de Ramadan, près de la ligne de front. Le commandant Mohamed Khalil Issa et ses troupes de Misrata nous ont accueillis. Ils voulaient montrer que leur morale était au beau fixe. Les 235 brigades de la milice de Misrata font partie des forces les plus puissantes en Libye. Ce sont les hommes responsables de la victoire dans la bataille de Sirte, connue sous le nom de dernier combat de l'État islamique dans le pays. Ces hommes, qui ont contribué à chasser le groupe terroriste hors du pays en 2016, sont maintenant qualifiés de terroristes. Une véritable ironie pour le commandant Issa. Dans une maison transformée en hôpital de campagne, près de la ligne de front, il nous montre des heures de vidéos de ces hommes au combat à Sirte, face aux djihadistes de Daesh. Ceux qui viennent avec Haftar maintenant n'ont pas combattu le terrorisme. Nous l'avons combattu. Nous avons fait des sacrifices. C'était une vraie guerre. Nous nous sommes battus pendant 7 ou 8 mois. Il y a eu plus de 700 martyrs et 12 000 blessés. Haftar, vous dites que vous combattez le terrorisme à Tripoli et que nos hommes sont des terroristes? Ces gars ont combattu le terrorisme. Ces hommes disent qu'ils défendent leur pays et son avenir. Ils croient que le véritable objectif de Haftar est d'exploiter le pouvoir militaire afin de devenir le dirigeant de facto de la Libye, détruisant ainsi le projet de démocratie du pays. Et tandis que certains se battent pour la stabilité avec de l'artillerie, d'autres espèrent toujours reconstruire le pays à travers la politique. Après la sécession virtuelle entre l'Est et l'Ouest, une nouvelle chambre de représentants a été créée à Tripoli par des membres autonomés qui ont déclaré que le mandat de l'autre administration avait maintenant expiré. Ils se rencontrent dans ce centre de congrès délabré, ce qui brosse un tableau précis de l'état des institutions libyennes aujourd'hui, où les impacts de balles font partie du paysage, les toilettes n'ont pas d'eau courante et l'électricité n'est pas fiable. Dans ce contexte, nous avons échangé avec le porte-parole de cette chambre. Notre journaliste s'est permise de poser une question sur la proposition de l'Europe, à savoir organiser des élections en Libye. En Libye, nous ne sommes pas des experts. Nous n'avons pas cette expertise. Et en démocratie, je crois que vous devez accepter les résultats. Si vous n'êtes pas au pouvoir, vous êtes dans l'opposition. Nous n'avons pas cette terminologie ni ces concepts. Pour être honnête, quand on a parlé d'élections l'année dernière à Paris, j'ai été choqué. Je savais que cela n'allait pas être une tâche facile. Quelques jours après notre visite, la guerre s'est invitée en politique. Le bâtiment de la Chambre des représentants a été touché par une roquette.
Un représentant a même été enlevé par des milices. Quel avenir pour la Libye? Nous avons deux scénarios. Avec Haftar sur la scène, je ne vois personnellement aucune avancée politique. Mais s'il est hors de la scène, nous pourrions avoir un processus politique aboutissant à une élection d'ici 18 ou 24 mois. Maintenant, je dois partir. Alors que l'espoir de parvenir à une solution politique pour la Libye ne tient qu'à un fil, la foi permet de rester en vie et d'espérer. Cette église sert de lieu sûr et de refuge. Revenir en arrière n'est pas une option. Et donc Daniel, qui a déjà essayé de traverser 3 fois la Méditerranée, pourrait essayer à nouveau. J'essaierai parce que la vie en Libye, c'est très difficile. Très difficile. Si j'avais un choix, mourir dans la mer ou vivre en Libye, je choisirais de mourir dans la mer. Vraiment, vraiment. Pour des milliers de personnes, certains qui fuient la guerre, d'autres l'extrême pauvreté, la Libye est un lieu de passage, un point de transit, un moyen de partir ailleurs. Mais parfois, la Libye, c'est la fin du chemin. Libya becomes the end of the road. Au cours des 5 dernières années, près de 20 000 personnes ont été portées disparues alors qu'elles tentaient de traverser la mer Méditerranée. D'après l'Organisation internationale pour les migrations, plus de 8 000 décès ont été confirmés. Un massacre que certains imputent à l'Europe. L'Union européenne a sous-traité à Tripoli le contrôle en amont des flux migratoires, le long du littoral de la Libye. Les gardes-côtes libyens ont reçu une formation, des fonds et du matériel et doivent en échange patrouiller en mer. Une lourde responsabilité pour un État ruiné, gangréné par l'instabilité et les guerres à répétition. Malheureusement, l'Union européenne ne s'intéresse qu'à la migration illégale et cette approche est imparfaite et unilatérale. Nous pensons que notre tâche est beaucoup plus vaste. Protéger la souveraineté libyenne, lutter contre l'immigration clandestine, mais aussi lutter contre d'autres actes illégaux. Lorsque nous luttons contre les migrations illégales, nous ne suivons pas les modèles européens. Nous le faisons conformément à l'approche libyenne, qui est plus efficace pour garantir la paix et la sécurité régionale. Concernant les méthodes controversées d'interpellation des migrants en mer, la Libye est accusée d'avoir abandonné des migrants et des réfugiés et d'avoir menacé d'autres personnes avec des armes à feu. Le lieutenant-général Ayoub Kassim déclare que la Libye tente d'envoyer un message aux migrants. Nous ne combattons pas les migrants. Nous combattons la culture de la migration. Nous ne voulons pas que les migrants pensent que la Libye est ouverte n'importe quand pour quiconque voudra venir ou partir. L'Union européenne aurait dépensé 200 millions d'euros dans un plan visant à mettre fin à la migration en provenance de Libye, dont 32 millions pour étendre un programme de formation des gardes-côtes. Les Libyens disent que cet argent leur a seulement permis d'acquérir 6 vieux navires italiens. Notre journaliste est monté à bord de l'un d'eux
pour une patrouille de nuit régulière, à plus de 100 km au nord-ouest de Tripoli. Ce soir, les officiers recherchent des trafiquants de personnes, mais aussi des pêcheurs illégaux, des trafiquants de drogue ou de carburant. Mais à mi-chemin, les gardes-côtes ont été obligés de faire demi-tour. We're now arriving back. Nous rentrons maintenant à Tripoli. The weather conditions Les conditions météorologiques étaient très mauvaises, donc nous avons été obligés de couper court à cette patrouille. Le commandant expliquait à quel point il avait peu de moyens pour mener ces opérations. Et les vagues n'étaient pas si grosses, mais il devait faire demi-tour. Les grosses vagues, les vents forts sont des éléments normaux pour patrouiller en mer. Mais les Libyens ne peuvent pas vraiment travailler dans ces conditions. Est-ce que tu envisages de faire ce que ces gens font? Monter sur un bateau et partir? J'y pense tout le temps, tout le temps. Rien que d'y penser, de se dire, et si j'y allais, qu'est-ce que je pourrais faire? Quel genre de travail je pourrais faire? J'ai failli le faire une fois, il y a 3 ans. Je l'ai presque fait. Pourquoi? Je suffoquais. Le monde devenait de plus en plus petit. Les murs se refermaient sur moi. Cela fait presque 10 ans maintenant et je n'ai pas avancé d'un pouce. Je n'ai rien fait de ma vie. J'ai 30 ans maintenant. Je n'ai pas de maison, je n'ai pas de travail. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Penses-tu que la Libye peut vous offrir un avenir? Si c'était bien géré, oui. Cela pourrait à nous tous nous offrir un avenir meilleur. Même les réfugiés pourraient avoir un meilleur avenir ici en Libye. Mais rien ne change. Il n'y a pas d'avenir. Pour personne.